Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, merci de nous suivre à travers ce magazine Semaine en Images, la rétrospective de la semaine qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Norbert Yamba Yamba. Il est président de la Nouvelle Vision panafricaine. Bonsoir Monsieur Yamba Yamba. Bonsoir, bonsoir Madame. D'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dites-nous d'abord, pourquoi vous avez dénommé votre mouvement Nouvelle Vision panafricaine? Nouvelle Vision panafricaine, Madame, c'est parce que j'ai compris que l'Afrique a toujours été et continue à être un continent problématique par excellence. Les Africains, partout où ils sont toujours dans la pauvreté. Que ce soit les Afro-descendants, que ce soit les Noirs de Caraïbes, en Guyane, en Guadeloupe, en Haïti, lorsque vous regardez la diaspora africaine à travers le monde, lorsque vous revenez en Afrique, c'est la pauvreté des pauvretés. À un moment donné, nous on a cru que c'était la colonisation, la traite des nègres, l'impérialisme qui nous assujettissait. À un moment donné, bon, on a eu les indépendances, et puis bon, la situation n'a pas changé jusqu'à ce qu'on a été dirigé par des dictateurs presque sur l'ensemble de tous les pays africains. Après la dictature de nos pays, est venue la démocratisation dans les années 90, où on a vu accéder à des responsabilités les anciens opposants qui combattaient véritablement la dictature. Mais après avoir vu ce qu'ils ont fait, ils ont fait presque comme ce que faisaient les dictateurs, même pire que certains dictateurs, etc. Donc il faut se poser la question fondamentale qui est celle de savoir quelle est la voie véritablement de sortie pour que l'Afrique puisse se débarrasser de la pauvreté. Et donc nous y avons réfléchi, nous-mêmes nous avons travaillé d'abord comme acteurs de la société civile, comme acteurs politiques, notamment par l'IDPS et puis en passant par le Front citoyen pour la République. Mais nous nous sommes dit que les partis politiques aujourd'hui sont démodés, sont essoufflés, sont complètement dépassés. Et il faut chercher une nouvelle façon de faire les choses. Donc, par votre dénomination, vous prônez la création des États-Unis d'Afrique. Tout à fait. Il faut les États-Unis d'Afrique. Regardez, madame. Même projet que Kadhafi. Oui, Kadhafi a tenté. Kadhafi a tenté. Il a été éliminé. Effectivement. Ce projet n'a pas commencé avec Kadhafi. Déjà dans les années 60, les pères de l'indépendance comme Kwame Nkrumah, Lumumba, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nasser, ils ont estimé que l'Afrique a été saucissonnée, a été, n'est-ce pas, j'allais dire, morcelée à Berlin dans les années 1885, sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais fréquenté l'Afrique. Et que l'Afrique constitue véritablement un seul peuple. C'est ça justement l'Afrique antique, etc. Alors, et donc, excusez madame, et parce que ça constitue un seul peuple, parce que nous avons été saucissonnés par des personnes qui avaient leurs propres intérêts et qui se sont emparés de nos richesses, etc. Aujourd'hui, il devient plus qu'important de refaire le projet de père de l'indépendance qui aurait souhaité qu'il y ait les États-Unis d'Afrique. Alors, comment concrètement ce projet va se réaliser? Ce projet va se réaliser parce que nous avons trois aspects importants qui permettent de construire ce projet. Oui. Regardez, madame, dans le monde actuellement, il y a des grandes puissances qui se rivalisent. Vous avez à la fois les Américains, qui restent jusqu'au top, jusqu'à preuve du contraire. Mais l'Amérique a 9,8 millions de kilomètres carrés. Lorsque vous regardez la Chine, c'est 9,6 millions de kilomètres carrés. C'est vrai que la Russie aussi, c'est une puissance d'équilibre. Elle dispose de 17 millions de kilomètres carrés. Mais l'Afrique réunie, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Et pourtant, l'Afrique aujourd'hui a 1,2 milliard de personnes, d'habitants. La Chine a 1,4
milliards. L'Inde a 1,3 milliard. Sauf que les Américains, bien qu'ayant une grande étendue, ont 350 millions d'habitants. Et donc, l'Afrique peut aussi être un pays, au même titre que la Chine, au même titre que la Russie, au même titre que les États-Unis. Deuxième chose, oui. Lorsqu'on regarde le monde, avec des richesses que nous disposons, l'Afrique a une étude qui a été faite par François Ndengue, qui est un Camerounais aujourd'hui spécialiste dans la place de Paris. Elle a démontré sur base de 4 minéraux qui existent au monde, les 14 minéraux stratégiques, l'Afrique vient en première position. En première position, y compris les minéraux de demain. Aujourd'hui, le coltan, vous ne pouvez pas avoir de téléphone, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit si vous n'avez pas de coltan. Et l'Afrique a 80% des réserves du monde, dont le Congo. C'est le Congo qui véritablement est le poumon, même si nous sommes à genoux. Mais aujourd'hui, l'Afrique a 50% de platine. L'Afrique a 60% de cobalt. Vous savez que c'est le Congo, le premier pays producteur de cobalt, etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir de batteries propres, d'énergie propre, si vous n'avez pas véritablement le cobalt. Et donc, si nous pouvons capitaliser toutes ces richesses-là, pour que véritablement cela puisse servir à un seul peuple, parce qu'en réalité, si nous ne profitons pas de nos richesses, c'est parce qu'effectivement, il y a un ordre international qui nous divise et qui permet de nous saucissonner pour qu'on pille véritablement nos richesses à s'entendre avec des relais volontaires que nous appelons des courtiers ou des commissionnaires qui sont généralement les dirigeants de la République. Troisième, et je termine par là. Oui, très vite. L'Afrique, aujourd'hui, il est démontré qu'en 2050, l'Afrique aura 2,4 milliards de personnes. Une personne sur 3 sera africaine. Et donc, la population africaine sera très jeune. Parce qu'il y aura 60% des enfants de moins de 14 ans. Et tandis qu'aux États-Unis, vous aurez 70% des gens qui vont vivre dans la vieillesse parce qu'avec leur système de planification, avec leur système de sécurité sociale, etc. Mutandis, avec la Chine, alors, avec monsieur Yamba Yamba. Et donc, nous aurons une jeunesse florissante, capable de transformer les richesses qui sont les nôtres. À ce moment-là, l'Afrique, en 2050, aura 70% de la somme de richesses États-Unis et l'Europe réunis. Donc, moi je dis, profitons de cette opportunité pour que nous puissions faire un État continental qu'on appellerait l'Afrique fédérale, mais nous avons échoué à cause d'une culture importée. Il faut restituer notre culture, il faut rétablir notre identité culturelle, il faut restaurer notre conscience historique pour dire que nous sommes capables, à travers notre spiritualité rétablie, à travers une école révisitée. Est-ce que ce n'est pas un projet chimérique? Pourquoi je dis ça, M. Yamba Yamba? Parce que quand on voit les organisations régionales telles que la CAC, la SADC, où c'est devenu pratiquement des syndicats au service des chefs d'État et non de la population. Oui, parce qu'effectivement, ceux qui gèrent toutes ces associations, toutes ces institutions régionales, etc., sont des abrutis fondationnels. Les abrutis fondationnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fondation, quoi. Ils ne s'inspirent pas véritablement de notre patrimoine culturel. La première chose, et c'est un projet à la fois court, moyen, long-termiste, il faut restituer notre culture. Il faut savoir fouiner dans notre patrimoine culturel pour savoir quelles ont été les victoires de nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage, à quoi cet héritage peut être théorisé pour nous permettre véritablement de rebondir. C'est très important. Donc ça ne peut pas être un projet chimérique. C'est vrai que déjà dans les années 60, en 1963, on a créé l'OIA. C'était justement la perspective de la création des États-Unis d'Afrique. Malheureusement, c'est toujours l'Occident, dans sa manière de diviser pour mieux régner, a mis en place un système qu'on appelle le groupe de Monrovia et de Casablanca. Il y a un groupe qui était destiné véritablement à monter les États-Unis d'Afrique, mais il y a un autre groupe qui était piloté et téléguidé, robotisé par l'extérieur, qui ne voulait pas. Et c'est comme ça qu'on a mis le IA. À un moment donné, ils ont évolué. Et Kadhafi l'aurait souhaité véritablement qu'on mette en place les États-Unis d'Afrique. Il a été combattu même par les mêmes acteurs. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'Union africaine. Mais regardez, quelle Union africaine au moment où 90% des ressources du budget de l'Union africaine vient
viennent de l'extérieur. Même en 68, même en 63, 77% venaient de l'extérieur. C'est de l'illogisme. Il faut que les Africains réfléchissent comme il se doit. Nous, on a cru que les partis politiques, nous, on a cru que la démocratie pouvait nous aider à quelque chose. Mais quand on a oublié la culture, quand on a oublié notre fondation, et vous savez, tout baobab qui n'a pas de racines tombe. Senghor disait, attention, ouvrons-nous au monde, mais construisons notre enracinement. Voilà, et M. Césaire disait... Une émission spécialisée pour ça. Tout à fait, tout à fait. Mais nous avons évoqué SADC, M. Yamba Yamba, que je rappelle que vous êtes président de la nouvelle vision panafricaine. Il y a eu le sommet extraordinaire des chefs d'État de la SADC qui s'est tenu à Luanda en Angola. Lors de ce sommet que nous venons de suivre, les chefs d'État ont salué les progrès. C'était basé notamment sur le processus électoral en République démocratique du Congo et ils ont salué les progrès dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre ainsi que du calendrier établi pour les élections du 23 décembre 2018. Est-ce que vous partagez ce satisfait de chef d'État de la SADC sur la situation politique en République démocratique du Congo? Je suis panafricaniste. Oui. Et comme panafricaniste, j'ai toujours considéré dans la géopolitique africaine qu'il y a 5 régions. Il y a la région du Nord qui est... organisée au travers les pays maghrébins comme l'Égypte, le Maroc, etc., la Tunisie, l'Algérie. Ça, ce sont des pays qui véritablement aujourd'hui sont en compétition internationale parce qu'ils ont réussi à s'organiser et à booster véritablement le développement de leurs concitoyens. Mais il y a aussi l'Afrique occidentale, de l'Ouest, etc. Vous avez des pays comme le Nigeria, le Ghana, etc., qui du reste, c'est l'Afrique subsaharienne, mais qui s'organisent, même aujourd'hui, c'est très clair. Le Nigeria a 520 milliards de dollars, plus que l'Égypte, qui est la locomotive au nord, etc. Et quand vous arrivez au Ghana, mais écoute, tout bouge. Mutandis, lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire. Et lorsque vous allez à l'Est, il y a des pays... qu'on appelle des miracles économiques aujourd'hui, comme l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya, etc., à l'Est, qui bougent. Et lorsque vous arrivez en Afrique australe, etc., vous avez l'Afrique du Sud, qui est un grand pays, avec 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, qui du reste fait partie des 5 pays émergents aujourd'hui, même s'ils deviennent 68 aujourd'hui, mais l'Afrique du Sud a été le premier avec la Russie, la Chine, le Brésil, etc. Et le Congo, au centre, c'est le Congo-Kinshasa, avec le Gabon, le Cameroun, le Tchad, le Rwanda, le Congo-Brazza, etc., qui sont pratiquement la même chose, mais à genoux. Complètement à genoux, parce que le Congo-Kinshasa, qui est la locomotive, n'a que 40 milliards de dollars par habitant par an. Et donc, moi je suis d'accord. Je suis d'accord que les chefs d'État par province. Le Congo est à cheval, au centre comme au sud. Oui. Et c'est comme ça que fait partie véritablement de la SADC et nous encourageons cela. Malheureusement, les organisations africaines n'ont jamais servi. Les organisations africaines n'ont jamais aidé à l'Afrique d'avancer. Vous savez que ce soit l'OIA, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, la SADC, le CAC, etc. Ce sont des organisations qui jouent le jeu des dirigeants de ces pays. La SADC, vous allez voir qu'il y a mutualisation des efforts, etc. Et je n'ai jamais pensé un seul instant qu'à l'architecture institutionnelle d'aujourd'hui, qu'une organisation régionale peut aider à quelque chose. Regardez. Aujourd'hui, il y a des problèmes très sérieux. Les gens sont en train de discuter sur des questions questionnantes, des questions qui appellent d'autres questions. La machine, et cela divise la machine à voter. Ça divise la classe politique, etc. Alors, la SADC, comme elle a fait en 2011, en faisant une déclaration incantatoire pour dire qu'elle confirmait véritablement les élections, et voilà, elle refait surface, justement pour aller dans le même sens, ignorant qu'il y a des problèmes, ignorant qu'il y a la classe politique qui n'a pas l'air de s'entendre, etc., et fait une déclaration d'optimisme béant. Non, c'est pas correct, ça. Est-ce que M. Yapayama peut parler de décrispation, progrès en termes de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, d'autant plus qu'il y a le volet décrispation qui tarde à se matérialiser. Si on peut donner un exemple, le cas de l'opposant Gekoko Mulumba qui est malade, a été condamné à 18 mois de prison en appel
Est-ce que, à partir de cela, par rapport à ce qu'ont dit les chefs d'État de la SADC, le progrès en termes de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? J'ai horreur de ça parce que quand vous regardez les pays de la SADC, vous allez entendre qu'un peu presque partout, il y a la corruption, il y a même des anciens chefs d'État qui sont poursuivis, etc. Et donc, ce ne sont pas des gens sincèrement à jouer le rôle d'unité de mesure pour apprécier la performance d'une organisation régionale, etc. Ils reviennent pratiquement, chasser les naturels, ils reviennent au galon. Et donc, il faut se soutenir mutuellement, il faut mutualiser les efforts des dirigeants, etc. Tout ce qu'on est en train d'observer en termes de Jekoko Mulumba, en termes de Franck Diongo, Jean-Claude Mouyambo, Diomin Dongala et les autres, etc., ça constitue des douleurs de fantôme d'une démocratie non capacitaire, où le terrain fertile même pour des graines pourries à germer, etc. Donc nous avons des problèmes importants qui auraient pu servir véritablement, n'est-ce pas, de boussole pour la SADC de faire une analyse coût-bénéfice de ce qui représente les différents problèmes qui se présentent. Mais la SADC n'a pas fait cette analyse, elle n'a pas imaginé des scénarios qui permettent de sortir le Congo de la crise. Moi je comprends parce que tous ces pays de la SADC ne peuvent pas accepter que le Congo puisse être debout, parce que le Congo a des richesses, le Congo a des potentialités énormes. Et si le Congo est debout, il y a des puissances régionales qui peuvent ne pas être entendues, moins encore être connues comme le Congo, etc. Il faut jouer à la politique d'Autriche, donner l'impression qu'on est en train de chercher des solutions. Or, on est en train véritablement de tromper la vigilance pour permettre véritablement le Congo de s'agenouiller, ignorant comme panafricanistes qui sont en train de bloquer le développement de l'Afrique. Parce que regardez, vous ne pouvez pas quitter le nord vers le sud si vous ne passez pas par le centre, et le centre c'est le Congo, Kinshasa et tous ces pays pas satellitaires qui du reste font la même chose. Vous ne pouvez pas non plus quitter l'est vers l'ouest si vous ne passez pas par le Congo. Mais alors, maintenant, au lieu d'aider le Congo pour booster l'Afrique, à ce moment où tous les analystes vous disent que le 21e siècle aurait pu être asiatique, mais il sera africain, à cause des éléments que je vous ai développés aujourd'hui. Et donc, tous ces Africains, surtout subsahariens, n'ont pas l'air véritablement d'approfondir les questions, n'ont pas l'air d'avoir la préoccupation de nos concitoyens. Ils sont contents que les gens meurent dans les îles des Canaries, ils sont contents pour qu'on nous regarde comme des mendiants inutiles à travers le monde. Pourtant, on a des solutions, on aurait pu aider ne serait-ce que le Congo, de dire, vous êtes un géant, vous êtes un pays locomotive, écoutez, faites ceci parce que nous pouvons vous embattre les pas pour que l'Afrique bouge. Alors on laisse le Congo persister avec ces problèmes pour qu'on ne puisse pas se mettre debout de manière que l'Afrique reste dans cet état. Il joue le jeu de l'ordre international et ils seront poursuivis par l'histoire et les générations futures. Et alors tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la machine à voter. Le processus électoral est aussi marqué par la polémique autour de la machine à voter acceptée par la majorité, rejetée par l'opposition et certains partenaires extérieurs. Alors comment trouver le consensus face à cette problématique? La CENI a toujours été le partenaire stratégique de la mouvance présidentielle. Ça, c'est un constat au travers les décisions, au travers les déclarations d'un soutien mutuel. C'est le constat que vous avez fait. C'est un constat que j'ai fait. Mais écoutez, raisonnons un peu, ne serait-ce que comme des primériens. Vous savez que dans une société, lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence, il y a multiplication de liens criminogènes. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous ne nous entendons pas. En principe, c'est le ministère de l'Intérieur qui a prérogative d'organiser les élections. Les classes politiques, les acteurs politiques ne s'entendent pas. Il faut donner un organisme soi-disant indépendant qui doit construire des synergies gagnantes, qui doit construire des convergences intelligentes. Comme quoi? Comme quel organisme? C'est la CNI. C'est un organisme indépendant pour construire la confiance, dédramatiser la relation entre les politiques qui ne font pas confiance à la structure institutionnelle qui est le ministère de l'Intérieur. Et donc, la CNI n'a de matière que le matière qui lui sont données par les différentes parties en compétition, et donc il en fait la synthèse et il construit une dynamique qui rassure les uns les autres. Donc, l'indépendance de la CNI, ce n'est pas une indépendance où elle part, le président s'en va dans sa chambre, il en sort, il ressort, et il nous dit que voilà, c'est lui qui a été informé par Dieu de faire ceci ou faire cela. Non, non. L'indépendance de la CNI, c'est essentiellement tenir compte
être à l'écoute des uns des autres, c'est dire que voilà, pour construire la paix, pour reconstruire la confiance, pour dédramatiser l'atmosphère des relations politiques, il faut écouter les uns les autres. Alors maintenant, pour aller, faisons ceci ou faisons cela. La machine à voter. Oui, face à cette machine de discorde, parce qu'elle est rejetée par... Madame Gisèle, vous êtes de la génération Android. On ne refuse pas le numérique. On ne refuse pas la digitalisation. On ne refuse pas la modernisation. On ne refuse pas l'électronique. On en a besoin encore. Il faut davantage inoculer et populariser cela. Il me semble qu'on n'y est pas encore. On ne connaît même pas le mécanisme. On ne connaît même pas la classe politique dans son ensemble. Au moins 99% ne maîtrisent pas ce système-là. 99%. Qu'en dehors de quelques personnes, c'est pas de la CNI et de la mauvaise présidentielle, parce qu'il semble qu'ils ont examiné ça dans leur laboratoire. Tant mieux. Mais écoutez, le problème c'est quoi? C'est que qui vont aux élections? Il y a la majorité, il y a l'opposition. La majorité dit oui avec la CNI, qui est son partenaire stratégique. L'opposition dit non, nous ne sommes pas d'accord, on ne peut pas changer les règles du jeu, on ne peut pas aller avec cette machine, même s'il peut donner des résultats. Dès lors que nous n'avons pas encore la maîtrise, encore il faut penser à l'intérieur. Mais parce que les gens ne s'entendent pas autour de cette question, la CNI aurait pu véritablement avoir l'intelligence politique de se dire, voilà, parce que les gens ne s'entendent pas, écoutez, mettons de côté. Et surtout qu'on n'a jamais fait cette expérience. Alors, qu'est-ce que vous pensez de comment jugez-vous, allais-je dire, de la prise de position du président de la CENI sur une radio allemande? Il y aura des élections avec la machine à voter et avec ou sans l'opposition. C'est l'excès de l'ego. Lorsqu'on est dans une situation où on croit avoir conquis un espace, on a l'excès des ailes, on fait des déclarations incantatoires avec des coups de gueule mégaphonés qui frisent une sorte d'adolescence retardée. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un président qui doit s'abstenir à toute déclaration qui indispose ou qui frustre ou qui provoque des stress puisse déclarer solennellement avec ou sans. Donc il va faire les élections avec la mouvance présidentielle. Alors, vous avez tant mieux, on l'a amené au paradis. Mais écoutez, il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce que l'histoire, les générations futures vont véritablement le poursuivre. Alors, vous avez il faut que je termine, madame. Oui, allez-y. Quelqu'un disait que l'ego doit être au service de la société. Mais il ne faut pas que la société soit au service de l'ego. Les forces conventionnelles ont toujours été les forces de la République. Un jour, tout un chacun prendra conscience pour dire où se trouve l'intérêt de la République. À ce moment-là, ça sera trop tard pour le président. J'ai confiance que c'est un chrétien, il semble que c'est un diacre. Il pourra véritablement rafraîchir sa mémoire par rapport à la recherche de la paix, n'est-ce pas, au travers la doctrine qu'il a choisie. Je ne sais pas si c'est cela véritablement sa profession de foi, mais encore que aujourd'hui, nous ne voulons pas, sincèrement. Le Congo est à genoux. Nous ne pouvons pas voir d'autres pays émerger pour une question électorale. Une question électorale qu'on puisse davantage aggraver la situation déjà précaire. Moi, je pense qu'il va revisiter sa déclaration parce qu'il n'est pas dans l'obligation de prendre cette déclaration. Alors, il n'a pas une planète à part et le Congo à part. Non, 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 non. Il n'a pas acheté le Congo. Le Congo, c'est notre église. Le Congo, c'est notre plantation. Le Congo, c'est notre village. Il n'est pas quelqu'un, si providentiel soit-il, qui vient d'une autre planète avec une intelligence aiguë, pointue, etc. Merci, M. Djambert Yamba. Nous passons à notre sujet. Une étape importante du processus électoral, c'est le vote et la promulgation, déjà ce 8 mai, ou plus tard le 8 mai prochain, de la loi sur la répartition de sièges. À ce sujet, l'opposition demande à ce qu'il y ait un audit externe avant la répartition de sièges. On regarde des images et vous allez donner votre point de vue quant à ça. La présentation des projets de loi annexes de la répartition des sièges mercredi 25 avril 2018 à l'Assemblée nationale par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Movasakani dans le but de compléter la loi électorale déjà promulguée a suscité l'attention des députés nationaux de l'opposition et ceux de la majorité au pouvoir qui sont intervenus avec intérêt pour dénoncer notamment la procédure du nettoyage du fichier électoral par la CENI. Le député national Fidèle Babala, l'élu de la Tchangou, a fustigé la démarche de la centrale électorale qu'il juge peu orthodoxe de voir la CENI poursuivre le travail du nettoyage du fichier électoral après la publication des résultats de ce travail. En second lieu,
L'honorable Fidèle Babala a interpellé la CENI de revoir la problématique des seuils. Enfin, le SCGA dit MLC a dénoncé l'enrôlement obscur des électeurs à Sankourou et à Miabi. Ces données datant du 6 avril, la CENI a poursuivi les travaux et a découvert d'autres doublons. Il faut que les gens aient conscience, les députés aient conscience et la population ait conscience que les chiffres des sièges à attribuer par circonscription risquent d'évoluer. Si on est arrivé à un nombre important de doublons, c'est que le travail n'a pas été bien fait au niveau de la CENI. On ne peut pas admettre 6 millions de doublons. Ça veut dire que le travail a été très mal fait. Deuxièmement, on ne peut pas admettre 1 million de mineurs enrôlés alors que les agents qui sont préposés à ce travail sont conformés pour détecter déjà les mineurs. C'est une question d'éthique de leur part, mais les sanctions administratives ne suffisent pas, il faut qu'on les défère devant les cours et tribunaux pour qu'ils soient punis correctement par rapport à ça. Au cours de cette séance plénière, plusieurs députés nationaux sont intervenus plusieurs fois pour dénoncer l'enrôlement le plus élevé à l'est du pays au moment où on enregistre beaucoup de tueries dans cette partie de la République. Oui, M. Yambaya, votre point, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Madame, la loi sur la répartition des sièges est une loi généralement ordinaire qui permet de booster le processus. Il faut avoir cette loi, madame. Mais nous avançons avec quelle vitesse? Nous avançons avec quelle vitesse? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pour des personnes qui se croient être des professionnels, organisent un enrôlement et détectent 6 millions de doublons. 6 millions de doublons, madame. C'est que la situation est plus grave, même gravissime que ça. Et heureusement que tous les acteurs ont demandé à ce qu'il y ait audit du fichier électoral. Et maintenant, vous êtes pour le principe est acquis. Maintenant qu'on attend que cela soit rendu opérationnel. Et voilà, on nous dévance à prendre la loi sur des chiffres qui peuvent être remis en question, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, on comprend la légèreté et cette manière de fonctionner dans un système de pourriture intrinsèque, de ceux qui ont été responsabilisés pour faire cet enrôlement. Écoutez, on a besoin véritablement qu'on puisse revoir ça. Alors, on n'a pas encore les chiffres réels. Est-ce qu'ils vont encore revenir pour voir la loi? Pourquoi on ne peut pas faire une pierre deux coups? Aujourd'hui, on avance véritablement le processus, n'est-ce pas, d'audit de ces fichiers. On a les chiffres une fois pour toutes, et puis on détermine les sièges. Parce qu'il est anormal, il y a des endroits comme ça où des enfants, il suffit simplement d'avoir la carte. Et puis bon, voilà, vous avez... Et aussi, il y a certains observateurs qui ne comprennent pas que dans la zone où il y a eu la guerre pendant plus de 20 ans, à l'Est, il y ait plus un grand nombre d'électeurs que dans des zones apaisées. Cette stratégie a commencé depuis des années, depuis 2006. C'est-à-dire... Vous avez vu, même avec Péassona, elle avait Malou, même pour proclamer le résultat, on a commencé par Beni, tout ça, là où on nous dit qu'il y a 6 millions de morts, etc. Et puis alors, vous voyez, Beni a plus que Mandaka. Cela s'expliquerait pas parce qu'il y a une forte densité de la population à l'Est. Je sais qu'au Rwanda, il y a 267 enfants qui naissent chaque 2 heures. Ben, même s'ils envahissent chaque jour le pays, mais ça ne peut pas. En tout cas, si tu fais le calcul, on ne peut pas avoir ces chiffres-là. On ne peut pas avoir ces chiffres-là. Non, écoutez, notre pays a besoin véritablement de changer nos comportements, de changer notre attitude. Nous avons beaucoup de challenges, nous avons beaucoup de défis. On ne peut pas avoir une nation pleine de richesses comme ça, et les gens sont dans la pauvreté. On a besoin véritablement d'élire des hommes et des femmes qui sont capables de susciter l'espérance, qui sont capables de relever les défis. Et le vrai défi aujourd'hui, c'est lutter contre la pauvreté. Mais il faut arrêter véritablement avec des conneries, avec des débats des bas étages, etc., qui frisent justement un système de fonctionnement, un système de pourriture intrinsèque. J'allais dire des écosystèmes pollués, écosystèmes politiques, voulais-je dire. Donc, moi, je crois sincèrement que chacun pourra prendre pourra mettre l'eau dans son vin pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas que. Ils ont construit des buildings, ils se sont achetés, je ne sais pas comment, ils ont autant de maîtresses, ils circulent à travers le monde, ils ont tout l'argent. Il n'y a pas des investissements publics. Mais est-ce qu'on ne peut pas, ne serait-ce que donner un quart à notre peuple, en organisant ne serait-ce que les élections libres?
transparente et démocratique. Un quart. Est-ce que vous Et ils croyez prennent les vraiment, trois quarts. monsieur Yamba, vous croyez vraiment à la tenue des élections ce 23 décembre 2000? Nous les voulons bien. Nous les Vous y voulons bien. croyez? Nous les voulons bien. Mais malheureusement, les acteurs qui ont la décision n'ont pas l'air de jouer le franc jeu. C'est comme si on est en train véritablement de parler démocratie, mais on joue la dictature. Et l'élite politique elle-même est imbécilisée au point où on n'a pas confiance à qui que ce soit. Si les acteurs politiques, aujourd'hui, il semble que c'est l'opposition qui a la primature. Et si on avait véritablement de vrais opposants à la primature, etc., qui font le contrepoids, n'est-ce pas, de la présidence, de la CENI, etc., on pouvait dire, écoutez, le cap vers les élections. Mais lorsque on trouve que les gens sont fondamentalement manipulés, les gens sont robotisés à souhait, les gens sont imbécilisés complètement, et bon, on fait confiance à qui? Alors maintenant, le jeu n'est plus franc. On parle le 24 avril. Les professeurs Okolo disaient toujours... Nous parlons 24 avril. Je vais parler. Le professeur Okolo, je termine par là, disait que chaque jeu a des règles de jeu. Même le jeu du hasard a des règles de jeu, parce que le hasard constitue les règles de jeu du jeu du hasard. Si le hasard a des règles de jeu, la démocratie aussi doit avoir des règles de jeu. Puisque vous parlez démocratie le 24 avril, les Congolais se sont souvenus du discours historique du maréchal Mobutu qui remettait sur les rails le multipartisme. Regarde cette réaction politique au sujet de l'instauration du multipartisme dans l'ex-Zaïre, et vous allez vous établir votre bilan par rapport à la démocratisation du pays de Lumumba. Comprenez mon émotion. Jour historique, parce que le Congo, au départ, en accédant à l'indépendance, ce fut un pays démocratique, même s'il ne s'appelait pas République démocratique, mais en 1960, il y avait déjà un multipartisme. Le 24 avril 1990, c'est une date historique parce que nous renouons avec la démocratie. Nous renouons avec le multipartisme. C'est vrai, beaucoup de gens disent que le président Mobutu, en prononçant les discours à l'encelé dans la salle du Congrès, avait versé des larmes de crocodile. J'ai toujours dit et répété, je suis un témoin, et ce que je dis, je suis un chrétien, ce n'était pas de larmes de crocodile. Le président Mobutu, c'est quelqu'un qui voulait qu'on parle de lui à tout moment. On a vu tout ce qui a été fait sous la Deuxième République par le propagandiste du MPR, par les turiféraires du régime, où l'on voyait le président Mobutu apparaître dans les nuages sur l'écran de la télévision. On a vu le président Mobutu avec les Djalelo, les groupes d'animation politique et culturelle, mais quelque chose de négatif. On a démocratisé, Mobutu a donné le gon, bien qu'il a un peu hésité, on a vu ça après. Et la conférence nationale souveraine a été claire, on ne peut plus rester au pouvoir comme on veut. Oui. Monsieur Yamba Norbert, oh là là, quel bilan le maréchal Mobutu, le maréchal Mobutu, j'allais dire qu'il fallait déclencher le processus de démocratisation pour que véritablement on puisse sortir de cette situation de pourriture de la... C'était pas facile pour le maréchal. Et beaucoup de gens ont été tués, beaucoup de gens ont perdu leur mariage, beaucoup de gens ont péri, et il fallait la démocratisation. Mais 28 ans après, on a l'impression que le maréchal n'est pas parti, quoi. La situation. Donc vous êtes de ceux-là qui disent que nous vivons le moboutisme sans Mobutu. Mais c'est la photocopie copier-coller. Parce que ce sont les mêmes acteurs, ceux qui ont été des cerveaux moteurs avec Mobutu. Ils sont revenus, ils sont devenus des experts.
il semble professionnel en donnant le même résultat. Dommage. Or, dans l'esprit des uns des autres, l'idée c'est de donner des résultats, savoir comment Mobutu est resté pendant longtemps, comment assujettir tout un peuple, comment construire un îlot d'abondance dans un océan de misère. Et donc, les libertés qu'on s'est battu, ces libertés sont remises en question. Les emplois dont on attendait, et pourtant avec Maréchal Mobutu, on n'était pas au-delà de 450 tonnes de cuivre, alliage cuivre, cobalt. Aujourd'hui, on est à plus d'1 million. La situation ne change pas. Hein, combien d'argent? Le coltan à l'époque, il n'y en avait pas. Hein, aujourd'hui, il y a un coltan, 61 000 $ la tonne. On en est où? Lorsqu'on regarde naturellement le budget, on a l'impression qu'on ne va pas, tous les minéraux compris, on n'est pas au-delà d'1 million $. Madame, ça c'est gravissime. Entre-temps, lorsque vous regardez les investissements publics, en termes d'écoles, en termes des zones de santé renouvelées, nous avons 145 territoires. Il a été dit qu'on devra construire des hôpitaux dans les 145. Madame, comptez, on n'est pas au-delà de... On n'est pas au-delà des 5 territoires. Selon vous, il n'y a pas la démocratie en République démocratique du Congo. Non, quelle démocratie? Malgré l'existence de plus de 700 partis politiques. Non, écoutez, madame, quelle démocratie vous voulez faire avec un peuple de 99% qui ne connaissent pas ce que c'est partis politiques, qui ne connaissent pas comment les règles fonctionnent, la gouvernance, etc. Et dont les autorités n'ont pas les soucis véritablement d'aiguiser la conscience critique de ce peuple, qui le laisse dans la résignation, dans la naïveté. Mais à vous voir parler librement comme ça sur le plateau. C'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. La démocratie doit se répercuter en termes de répartition des richesses. Si nous avons par exemple un budget, combien de personnes ont trouvé du travail? Combien de personnes ont eu de l'électricité? Combien de personnes ont trouvé de l'eau? Combien de routes ont été arrangées? Combien de personnes mangent bien, etc. Quels sont les investissements qui ont été mis en place pour résorber le chômage? Tous ces indicateurs, lorsqu'on les regarde avec des lunettes économiques et politiques, on réalise finalement qu'il y a une avancée. Et donc, ne croyez pas que faire des déclarations, des incantations, des déclarations martiales, c'est ça la démocratie. Non. C'est aussi une façon de s'adresser au pouvoir pour qu'il change son comportement. Mais si le pouvoir, lui, pratique la démocratie, c'est-à-dire la démocratie de façade, vous croyez à une démocratie en croyant que librement, en tant que copropriétaire de la République, je propose un certain nombre de choses, mais c'est lui qui vous propose des choses, il vous trouve pour un ennemi, même pas pour un adversaire. C'est-à-dire que vous avez suivi coup sur coup. On est dans cette situation de gêne. Les écosystèmes politiques sont plus mauvais qu'à l'époque du maréchal. Et je vous dis en toute sincérité, il faudrait que les gens prennent de l'eau, mettent l'eau dans leur vin. C'est regrettable. Il faut aller un peu presque partout. J'étais dernièrement à Accra. J'ai discuté avec des collègues qui sont venus dans plus de 40 pays. Et ils disaient que nous, en Afrique subsaharienne, on paie véritablement. Nous arracher tous nos pays. L'Afrique subsaharienne dans son ensemble peut aller au Congo. Mais nous pouvons vivre des richesses du Congo. Parce que le Congo peut nourrir plus de 2 milliards de personnes. Avec sa capacité de 80 millions d'hectares de terres arables, etc. Avec ses richesses minières. Vous savez qu'un panel de géologues dans le Katanga a même trouvé 48 minéraux sur du Katanga seulement. 12 n'existent nulle part au monde, madame. Nous avons 2 richesses que Dieu nous a données. Il faut potentiel, bien entendu. Il faut les possibiliser. Et là, il faut une élite d'intelligence, il faut une élite transformationnelle, il faut une élite qui voyage dans le temps, qui revient, qui embarque et qui construit une boussole. Aujourd'hui, il n'y a pas de boussole. L'opposition, la majorité, il n'y a pas d'offre politique. Les gens sont derrière les individus. Les politiques n'ont pas encore intériorisé les principes fondamentaux de la démocratie. Mais cette fameuse démocratie, dans la nouvelle vision africaine, il y a une autre démocratie. Ce n'est pas cette démocratie occidentale qui du reste est un piège. Nous avons une nouvelle. Et le jour où vous me donnerez l'occasion, je vais développer ça. Les intellectuels sont déjà... Alors vous aurez cette occasion. On parle le 24 avril aussi. C'était le premier meeting à la place Sainte-Thérèse de tout nouveau président de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Selon vous, a-t-il réussi son baptême de feu? Oui, mais comme premier baptême, il faut reconnaître que Félix a été moulé, formé dans la cour. 19 ans lorsqu'on crée l'UDPS. Il a été à côté de son père. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance naturellement à les minimiser.
oubliant que Etienne Tshisekedi avait des enfants. Moi, j'ai côtoyé tous ces enfants, des hommes de très grande intelligence. Alors, comment expliquez-vous... Excusez, mais Félix est sorti du lot. Non seulement l'intelligence, mais il a le courage, l'audace, l'optimisme, la capacité de voir le Congo fonctionner autrement. Ça, c'est une qualité exceptionnelle. Alors, on va le regarder sur ces images. Les gens on le regarde lors de ce meeting de Sainte-Thérèse. Le parti de la vérité. Première sortie, premier succès pour les successeurs d'Etienne Tshisekedi 24 jours après son élection. L'UDPS a fait montre ce mardi de son indubitable capacité de mobilisation. Pour des personnes qui se croient être des professionnels, organisent un enrôlement et détectent 6 millions de doublons. 6 millions de doublons, madame. C'est que la situation est plus grave, même gravissime que ça. Et heureusement que tous les acteurs ont demandé à ce qu'il y ait audit du fichier électoral. Et maintenant, vous êtes pour le principe est acquis. Maintenant qu'on attend que cela soit rendu opérationnel. Et voilà, on nous dévance à prendre la loi sur des chiffres qui peuvent être remis en question. N'est-ce pas? Parce qu'effectivement, on comprend la légèreté et cette manière de fonctionner dans un système de pourriture intrinsèque, de ceux qui ont été responsabilisés pour faire cet enrôlement. Écoutez, on a besoin véritablement qu'on puisse revoir ça. Alors, on n'a pas encore les chiffres réels. Est-ce qu'ils vont encore revenir pour voir la loi? Pourquoi on ne peut pas faire une pierre deux coups? Aujourd'hui, on avance véritablement le processus, n'est-ce pas, d'audit de ces fichiers. On a les chiffres une fois pour toutes, et puis on détermine les sièges. Parce qu'il est anormal, il y a des endroits comme ça où des enfants, il suffit simplement d'avoir la carte. Et puis bon, voilà, vous avez... Et aussi, il y a certains observateurs qui ne comprennent pas que dans la zone où il y a eu la guerre pendant plus de 20 ans, à l'Est, il y ait plus, un grand nombre d'électeurs que dans des zones apaisées. Cette stratégie a commencé depuis des années, depuis 2006. C'est-à-dire... Vous avez vu, même avec Péassona, elle avait Malou, même pour proclamer le résultat, on a commencé par Beni, tout ça, où là où on nous dit qu'il y a 6 millions de morts, etc. Et puis alors, vous voyez, Beni a plus que Mbandaka. Cela s'expliquerait pas parce qu'il y a une forte densité de la population à l'Est. Je sais qu'au Rwanda, il y a 267 enfants qui naissent chaque 2 heures. Même s'ils envahissent chaque jour le pays, mais ça ne peut pas. En tout cas, si tu fais le calcul, on ne peut pas avoir ces chiffres-là. On ne peut pas avoir ces chiffres-là. Non, écoutez, notre pays a besoin véritablement de changer nos comportements, de changer notre attitude. Nous avons beaucoup de challenges, nous avons beaucoup de défis. On ne peut pas avoir une nation pleine de richesses comme ça, et les gens sont dans la pauvreté. On a besoin véritablement d'élire des hommes et des femmes qui sont capables de susciter l'espérance, qui sont capables de relever les défis. Et le vrai défi aujourd'hui, c'est lutter contre la pauvreté. Mais il faut arrêter véritablement avec des conneries, avec des débats des bas étages, etc., qui frisent justement un système de fonctionnement, un système de pourriture intrinsèque. J'allais dire des écosystèmes pollués, écosystèmes politiques, voulais-je dire. Donc, moi, je crois sincèrement que chacun pourra prendre pourra mettre l'eau dans son vin pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas que... Ils ont construit des buildings, ils se sont achetés, je ne sais pas comment, ils ont autant de maîtresses, ils circulent à travers le monde, ils ont tout l'argent. Il n'y a pas des investissements publics. Mais est-ce qu'on ne peut pas, ne serait-ce que donner un quart à notre peuple, en organisant ne serait-ce que les élections libres, transparente et démocratique. Est-ce que vous croyez vraiment, monsieur Yambamba, vous croyez vraiment à la tenue des élections ce 23 décembre 2000? Nous le voulons bien. Nous le voulons bien, mais malheureusement, les acteurs qui ont la décision n'ont pas l'air de jouer le franc jeu. C'est comme si on est en train véritablement de parler démocratie, mais on joue la dictature. Et l'élite politique elle-même est imbécilisée au point où on n'a pas confiance à qui que ce soit. Si les acteurs politiques, aujourd'hui il semble que c'est l'opposition qui a la primature. Et si on avait véritablement de vrais opposants à la primature, etc., qui font le contrepoids, n'est-ce pas, de la présidence, de la CENI, etc., on pouvait dire, écoutez, le cap vers les élections.
Mais lorsque on trouve que les gens sont fondamentalement manipulés, les gens sont robotisés à souhait, les gens sont imbécilisés complètement, et bon, on fait confiance à qui? Alors maintenant, le jeu est plus franc. On parle le 24 avril. Les professeurs Okolo disaient toujours... Nous parlons 24 avril. Je vais parler. Le professeur Okolo, je termine par là, disait que chaque jeu a des règles de jeu. Même le jeu du hasard a des règles de jeu, parce que le hasard constitue les règles de jeu du hasard. Si le hasard a des règles de jeu, la démocratie aussi doit avoir des règles de jeu. Puisque vous parlez démocratie le 24 avril, les Congolais se sont souvenus du discours historique du maréchal Mobutu qui remettait sur les rails le multipartisme. Regarde cette réaction politique au sujet de l'instauration du multipartisme dans l'ex-Zaïre, et vous allez faire vous établir votre bilan par rapport à la démocratisation du pays de Lumumba. Comprenez mon émotion. Jour historique, parce que le Congo, au départ, en accédant à l'indépendance, ce fut un pays démocratique, même s'il ne s'appelait pas République démocratique, mais en 1960, il y avait déjà un multipartisme. Le 24 avril 90, c'est une date historique parce que nous renouons avec la démocratie. Nous renouons avec le multipartisme. C'est vrai, beaucoup de gens disent que le président Mobutu, en prononçant les discours à l'encelé dans la salle du Congrès, avait versé des larmes de crocodile. J'ai toujours dit et répété, je suis un témoin, et ce que je dis, je suis un chrétien, ce n'était pas de larmes de crocodile. Le président Mobutu, c'est quelqu'un qui voulait qu'on parle de lui à tout moment. On a vu tout ce qui a été fait sous la Deuxième République par le propagandiste du MPR, par les turiféraires du régime, où l'on voyait le président Mobutu apparaître dans les nuages sur l'écran de la télévision. On a vu le président Mobutu avec les Djalelo, les groupes d'animation politique et culturelle, mais quelque chose de négatif. On a démocratisé, Mobutu a donné le gon, bien qu'il a un peu hésité, on a vu ça après. Et la conférence nationale souveraine a été claire, on ne peut plus rester au pouvoir comme on veut. Oui. Monsieur Yamba Norbert, oh là là, quel bilan le maréchal Mobutu, faites, le maréchal Mobutu, j'allais dire qu'il fallait déclencher le processus de démocratisation pour que véritablement on puisse sortir de cette situation de pourriture de la... C'était pas facile pour le maréchal. Et beaucoup de gens ont été tués, beaucoup de gens ont perdu leur mariage, beaucoup de gens ont péri, et il fallait la démocratisation. Mais 28 ans après, on a l'impression que le maréchal n'est pas parti, quoi. La situation. Donc vous êtes de ceux-là qui disent que nous vivons le moboutisme sans Mobutu. Mais c'est la photocopie copier-coller. Parce que ce sont les mêmes acteurs, ceux qui ont été des cerveaux moteurs avec Mobutu. Ils sont revenus, ils sont devenus des experts. Ils semblent professionnels en donnant le même résultat. Dommage. Or, dans l'esprit des uns des autres, l'idée c'est de donner des résultats, savoir comment Mobutu est resté pendant longtemps, comment assujettir tout un peuple, comment construire un îlot d'abondance dans un océan de misère. Et donc, les libertés qu'on s'est battu, ces libertés sont remises en question. Les emplois dont on attendait, et pourtant avec Maréchal Mobutu, on n'était pas au-delà de 450 tonnes de cuivre, alliage cuivre, cobalt. Aujourd'hui, on est à plus d'1 million. La situation ne change pas. Hein, combien d'argent? Le coltan à l'époque, il n'y en avait pas. Hein, aujourd'hui, un coltan, 61 000 $ la tonne. On en est où? Lorsqu'on regarde naturellement le budget, on a l'impression qu'on ne va pas tous
les minéraux compris. On n'est pas au-delà des milliards de dollars. Madame, ça c'est gravissime. Entre-temps, lorsque vous regardez les investissements publics, en termes d'écoles, en termes des zones de santé renouvelées, nous avons 145 territoires. Il a été dit qu'on devra construire des hôpitaux dans les 145. Madame, comptez, on n'est pas au-delà des... On n'est pas au-delà des 5 territoires. Selon vous, il n'y a pas la démocratie en République démocratique du Congo. Non, quelle démocratie? Malgré l'existence de plus des 700 partis politiques. Non, écoutez, madame, quelle démocratie vous voulez faire avec un peuple de 99% qui ne connaissent pas ce que c'est partis politiques, qui ne connaissent pas comment les règles fonctionnent, la gouvernance, etc. Et dont les autorités n'ont pas les soucis véritablement d'aiguiser la conscience critique de ce peuple, qu'ils laissent dans la résignation, dans la naïveté. Mais à vous voir parler librement comme ça sur le plateau. C'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. La démocratie doit se répercuter en termes de répartition des richesses. Si nous avons par exemple un budget, combien de personnes ont trouvé du travail? Combien de personnes ont eu de l'électricité? Combien de personnes ont trouvé de l'eau? Combien de routes ont été arrangées? Combien de personnes mangent bien? Etc. Quels sont les investissements qui ont été mis en place pour résorber le chômage? Tous ces indicateurs, lorsqu'on les regarde avec des lunettes économiques et politiques, on réalise finalement qu'il y a rien à avancer. Et donc, ne croyez pas que faire des déclarations, des incantations, des déclarations martiales, c'est ça la démocratie. Non. C'est aussi une façon de s'adresser au pouvoir pour qu'il change son comportement. Mais si le pouvoir, lui, pratique la démocratie, c'est-à-dire la démocratie de façade, vous croyez à une démocratie en croyant que librement, en tant que copropriétaire de la République, je propose un certain nombre de choses, mais c'est lui qui vous propose des choses, il vous trouve pour un ennemi, même pas pour un adversaire. C'est ainsi que vous avez suivi, coup sur coup. On est dans cette situation de gêne. Les écosystèmes politiques sont plus mauvais qu'à l'époque du maréchal. Et je vous dis en toute sincérité, il faudrait que les gens prennent de l'eau, mettent l'eau dans leur vin. C'est regrettable. Il faut aller un peu presque partout. J'étais dernièrement à Accra. J'ai discuté avec des collègues qui sont venus dans plus de 40 pays. Et ils disaient que nous, en Afrique subsaharienne, on paie véritablement. Nous arracher tous nos pays. L'Afrique subsaharienne dans son ensemble peut aller au Congo. Mais nous pouvons vivre des richesses du Congo. Parce que le Congo peut nourrir plus de 2 milliards de personnes. Avec sa capacité de 80 millions d'hectares de terres arables, etc. Avec ses richesses minières. Vous savez qu'un panel de géologues dans le Katanga a même trouvé 48 minéraux sur du Katanga seulement. 12 n'existent nulle part au monde, madame. Nous avons 2 richesses que Dieu nous a données. Il faut potentiel, bien entendu. Il faut les possibiliser. Et là, il faut une élite d'intelligence, il faut une élite transformationnelle, il faut une élite qui voyage dans le temps, qui revient, qui embarque et qui construit une boussole. Aujourd'hui, il n'y a pas de boussole. L'opposition, la majorité, il n'y a pas d'offre politique. Les gens sont derrière les individus. Les politiques n'ont pas encore intériorisé les principes fondamentaux de la démocratie. Mais cette fameuse démocratie, dans la nouvelle vision africaine, il y a une autre démocratie. Ce n'est pas cette démocratie occidentale qui du reste est un piège. Nous avons une nouvelle. Et le jour où vous me donnerez l'occasion, je vais développer ça. Les intellectuels sont déjà Alors vous aurez cette occasion. On parle le 24 avril aussi. C'était le premier meeting à la place Sainte-Thérèse de tout nouveau président de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Selon vous, a-t-il réussi son baptême de feu? Oui, mais comme premier baptême, il faut reconnaître que Félix a été moulé, formé dans la cour. 19 ans lorsqu'on crée l'UDPS. Il a été à côté de son père. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance naturellement à les minimiser, oubliant que Etienne Tshisekedi avait des enfants. Moi, j'ai côtoyé tous ces enfants, des hommes de très grande intelligence. Alors, comment expliquez-vous excusez, mais Félix est sorti du lot. Non seulement l'intelligence, mais il a le courage, l'audace, l'optimisme, la capacité de voir le Congo fonctionner autrement. Ça, c'est une qualité exceptionnelle. Alors, on va le regarder sur ces images. On le regarde lors de ce meeting de Sainte-Thérèse. Le parti de la vérité. Première sortie, premier succès pour les successeurs d'Etienne Tshisekedi 24 jours après son élection. L'UDPS a fait montre ce mardi de son indubitable capacité de mobilisation en pleine capitale.
Une foule immense a pris d'assaut le légendaire terrain Sainte-Thérèse avec effigie et banderole de soutien à Félix Tshisekedi depuis 13 heures. Une animation entrecoupée par des cris de la foule sur notamment la transition sans Kabila, le refus de toute autre négociation et le refus d'une quelconque offre de la primature à Félix Tshisekedi. C'est à 16h15 que celui qu'on surnomme Fachi débute son adresse en observant un temps de silence en mémoire des combattants tués dont Rossi Mukendi. Un discours précis et concis, Félix Tshisekedi appelle le pouvoir à la mise en œuvre effective des mesures de décrispation politique. Yango nazali kosenga bango ba voisin ba continuer kosala ba acte ya bonne foi et souki wana te tozali lisusu na décrispation na kati ya décrispation wana tozali na bandeko o bazali nanu na boloko na moment tozali kolobawa. Au sujet du processus électoral, le président de l'UDPS réaffirme la ferme position de son parti. Ezali likamokophonie na ba expert na biso banso bazala wana po ba vérifier eloko wana. Tokoki kondima bindimela te. Parce que na kati wana etikali à peu près selon ma spécialiste à peu près sous 8 millions d'électeurs au bazali na kati wana ya lokuta. Avec courage, Félix Tshisekedi dément la rumeur sur les dossiers primatures. Au trêve, au UDPS a teki, au UDPS a trahir, non. À part où il y a beaucoup de Etienne Tshisekedi. Voilà. Donc, Botika, Koyoka, Biyoka, Yoka. Voté Ngaï à 98%, président national, il y a eu des PES. Basuki Wanate. Balobi, Tolingi, Oza la candidat Nabiso na présidentielle. Bongo Siko, Bokomo Zongi Sangasu na primature. Ce premier meeting prête à croire que l'UDPS n'était pas mort avec son leader Etienne Tshisekedi. Ces partis continuent à vivre désormais avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Yamba, non seulement ce meeting a été autorisé, mais Félix Tshisekedi a été également félicité par la majorité présidentielle. Mais vers son porte-parole au lendemain du meeting. Comment vous expliquez ce traitement de faveur? Madame, moi je suis des gens qui pensent que cette gentillesse du régime mais non, madame, de non, Kabila, je ne vois pas les apparences, madame. Ouais. Moi je ne vois pas les apparences. Moi je pense que je suis de ceux qui pensent que la démocratie doit être démocratisée. C'est-à-dire, il faut une gestion, il faut une intelligence émotionnelle. Il faut que les hommes politiques parlent avec moins d'émotions, moins de passion. Et que les hommes politiques se félicitent entre eux. Chaque fois qu'il y a un bon bondissement, il faut reconnaître qu'il y a eu bon bondissement. C'est pas que Kabila est en train d'amadouer Félix Tshisekedi pour faciliter un éventuel rapprochement. Non, s'il le fait pour tromper la vigilance, l'histoire les condamnera. Mais c'est cet esprit-là de dédramatiser l'atmosphère, cet esprit-là de décrisper politiquement les choses, cet esprit-là de construire des mots qui permettent à rassurer l'autre, qu'on est ensemble et que nous avons tous la responsabilité de construire la performance des institutions. Moi je dis, c'est un coup de chapeau, il faut aller dans ce sens-là. On doit arrêter les injures, on doit arrêter le coup, etc. Mais il faut qu'à des moments, nous disons, oui, là, AMP, ça ne marche pas. Dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. L'AMP dit, ok, merci bien. Nous avons vérifié, nous avons trouvé, nous changeons. Alors, selon vous, est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas tort de rejeter la primature? Surtout que les élections exigent des gros moyens, monsieur. Non, ce n'est pas un problème de gros moyens. Ce n'est pas un problème de gros moyens. Non. Ne mercantilisons pas la démocratie. Et c'est comme ça que l'élite politique est imbécilisée à souhait. Parce que la recherche de l'argent est freinée de l'argent. Mais il me semble que c'est un problème de principe. C'est un problème de principe où les gens, quelqu'un peut prendre une option, quelqu'un peut faire un choix. Mais là où je voudrais simplement dire, c'est que Félix, et là je vous regarde, je vous informe, je vous connais bien, je sais que vous êtes humble, vous savez écouter et vous savez, n'est-ce pas, vous mettre en connexion avec la base. Mais le rôle d'un leader, c'est avoir la capacité d'avoir une influence grandissante pour, au travers de sa boussole, d'orienter la base autour de ce qu'elle pense, être quelque chose qui peut lui amener à arriver à des performances. C'est très important. Et donc, vous pouvez être un contre tous.
mais tant que vous savez que cela peut vous amener véritablement des résultats, il faut aller dans cette direction-là. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, je ne comprends pas l'illogisme. On dit non, nous ne pouvons pas aller aux élections simplement parce qu'il n'y a pas de décrispation politique. Et nous réclamons la libération, par exemple, de Franck Diongo, de Jean-Claude, pour Katoumi doit rentrer, et Chekoko Moulumba, que vous parliez tout à l'heure. Nous sommes d'accord que cela fait partie de l'arsenal des résolutions qui ont été, qui a été mise en place, n'est-ce pas, dans l'accord de la Senko. Mutatus mutandis, au moment où il faut aussi parler le transfert du pouvoir autour de la primature et du comité des sages. C'est vrai que le moment devient très très pressé, où on est en train de tabler pour aller dans le respect du 23 décembre, ça devient un problème, mais il faut y réfléchir. Mais ça ne doit pas être une question taboue. On peut faire des déclarations préliminaires. Il faut que les laboratoires fonctionnent pour dire les bonnes options. Est-ce que nous voulons véritablement que la décrispation intervienne et que la décrispation fait partie, n'est-ce pas, de l'arsenal de solutions qui ont été proposées. Et si nous considérons que nous réclamons la décrispation parce qu'effectivement il y a un accord, ben, il faut aller jusqu'au bout. Alors avec la tenue de ce meeting de l'UDPS, on peut dire que c'est déjà la levée de la mesure d'interdiction des manifestations de l'opposition? Non, ça dépend. Vous avez parlé ici, est-ce qu'on n'est pas en train d'amadouer? Ça peut être une tactique stratégique. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des tactiques stratégiques. Nous voulons que véritablement la démocratie émerge, encore qu'on lui donne un contenu qui nous permette véritablement d'avancer. Parce que madame, vous savez que moi je commence même à hésiter cette démocratie. J'étais à Douala en 2015, il y avait 17 pays qui étaient en instance d'organiser les élections, etc. Et nous étions 43 pays africains. Et 17 pays qui devaient organiser les élections de 2015 en 2017, tous les 17 pays voulaient changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, y compris les grands opposants que j'ai connus, qui étaient avec nous à l'Alliance sociodémocrate, etc. Qui sont aujourd'hui. Et quand on leur dit, vous êtes fait un mandat, ben, vous partirez. Il dit, bon, ça dépendra du peuple. Bon, écoutez, voilà l'Afrique subsaharienne. On termine en société, M. Yamba, président de la nouvelle vision panafricaine. C'est la grève de médecins. Les médecins étaient en grève parce que ils voulaient à ce que le gouvernement puisse concrétiser, je peux dire ça, les engagements pris. Et maintenant, aujourd'hui, dimanche, les médecins ont levé leur mouvement des grèves. Suivant à ces sujets, le secrétaire général de SIMECO, le docteur Mwanda Linda. Le bureau exécutif national du syndicat des médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO, porte à la connaissance de l'opinion publique que les médecins des services publics de l'État se sont réunis en assemblée générale et en conseil provincial le samedi 28 avril 2018 en vue non seulement de prendre connaissance de l'avenant à l'accord du 2 septembre 2017 conclu ce vendredi 27 avril 2018 entre le gouvernement de la République et le SIMECO, mais aussi d'évaluer la situation et de prendre une décision au regard de l'expiration, aujourd'hui 29 avril 2018, du préavis des grèves adressé au gouvernement de la République le 19 avril dernier. Après analyse, débat et délibération, il en ressort les avis et considérations majoritaires suivants. Primo, les médecins des services publics de l'État ont salué la tenue de négociations directes entre le gouvernement de la République et le SIMECO et ont pris acte des options levées par les parties prenantes dans l'avenant à l'accord du 2 septembre 2017 et ce avant l'expiration du préavis de grève. Secondo, ils ont noté que des initiatives courageuses ont été prises autour de leurs préoccupations majeures, portant notamment sur la promotion en grade, l'application de l'augmentation à 100% de la prime de risque professionnel dans le cadre du budget 2018 et l'alignement progressif à la prime de risque professionnel de nombreux médecins non encore payés. Tertio, prenant en compte les efforts consentis par le gouvernement de la République, les médecins des services publics de l'État ont levé l'option de renoncer à la grève prévue le lundi 30 avril 2018. En conséquence, le bureau exécutif national annonce la surséance de la dite grève et invite la population à continuer à fréquenter normalement
les institutions sanitaires publiques sur l'ensemble du territoire national. Nous vous remercions. Monsieur Yambayamba, comment vous avez accueilli d'abord la grève de médecins? La grève est constitutionnelle. Il y a même des lois organiques qui définissent et qui déterminent les mécanismes pour arriver à une grève. Le faire, c'est construire une dynamique citoyenne qui affirme le leadership véritablement de la démocratie que nous sommes en train de lutter. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y aura des grèves il y a des grèves de médecins, demain ça sera les enseignants, les fonctionnaires, etc. Les paysans viendront, les journalistes aussi, pourquoi pas. Et alors la meilleure façon, c'est le gouvernement de prendre la hauteur et de voir qu'est-ce qui est faisable pour que véritablement on puisse élaguer certaines choses aussi élémentaires. Et tout cela, il faut produire des richesses. Produire des richesses suppose qu'on fabrique des millionnaires, qu'on fabrique des milliardaires dans notre pays et qu'avec ça, on aura véritablement des ressources. Et tout cela exige qu'il y ait une bonne gouvernance au travers les moyens qui sont les nôtres. Nous avons des minéraux, etc. Travaillons pas pour avoir des commissions, travaillons pas pour être actionnaires dans telle ou telle société, etc. Travaillons pour permettre à ce que, comme des minéraux stratégiques que nous avons, qui sont prisés par le monde entier, pourquoi nous ne pouvons pas véritablement exiger à ce que ces gens-là qui viennent extraire nos minéraux puissent construire aussi d'autres usines de transformation sur place, mettre en place des sociétés de commercialisation. À chaque niveau d'atterrissage, on aura engagé des personnes, on aura amené le flux des ressources sur le marché, les prix vont diminuer, les gens vont avoir l'argent, une masse monétaire en circulation, et cela va véritablement respecter jusqu'à ce que le gouvernement puisse avoir de l'argent qui peut procéder à des allocations sectorielles. Et tout cela, c'est la volonté, tout cela, c'est la lucidité, tout cela, c'est la puissance de la connaissance, la puissance du savoir, l'économie de la connaissance, la volonté volontariste, l'optimisme pour changer véritablement la situation. Et ce sont ces oiseaux rares. Il faut qu'on les trouve dans la classe politique. Il semble que alors, le 23 par rapport décembre... à la surséance de cette grève de médecins, peut-on arriver cette fois-ci à croire que le gouvernement va respecter ses engagements? Mais écoute, le non-respect... Pour ne pas revenir encore une autre fois avec la grève. Le non-respect des engagements est institutionnalisé. Et donc, alors maintenant, s'il veut faire l'exception, tant mieux. Mais je dis que tout cela ne peut trouver solution que lorsqu'il y a des richesses. Parce que le gouvernement peut pouvoir promettre. Lorsqu'il n'y a pas de production de richesses, ça te pose problème. Mais là, il faut changer les modèles de l'éducation, que nous ayons des écoles professionnelles qui sont capables véritablement de travailler dans des endroits, dans des sociétés où il y a une sorte de révolution numérique, révolution industrielle, révolution technologique qui produisent des richesses. On met en place un système de gouvernance, un système de gouvernance qui va réguler les comportements des uns des autres pour affluer les caisses de l'État, et les caisses de l'État devront servir pour avoir un budget nous allons vous avoir qui a l'eau dans les différents secteurs de la vie nationale. Dans un autre numéro de Semaine en Images. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Monsieur Norbert Yambayamba, président de la Nouvelle Vision panafricaine. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Semaine en Images, la rétrospective de la semaine. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous nous retrouvons le dimanche prochain. Au revoir.